Les amis, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir. Bien voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 4 mots, de leur origine, de leur étymologie, qui sont les termes candidat, scrupule, sinistre et calcul. Et je finirai comme à l'accoutumée avec la présentation d'un livre que j'ai bien aimé. Alors que je commence par candidat. Eh bien, candidat, ça vient du latin candidus. Candidus qui a donné le mot blanc. Alors, quand on est candide, effectivement, souvent, c'est quand on est un petit peu innocent, naïf, hein, qu'on a encore pas mal de choses à apprendre. Et c'est le cas aussi de Candide. Vous savez, l'œuvre éponyme de Voltaire. Hein, puisque une œuvre éponyme, je vous rappelle que c'est quand le personnage est aussi le titre de l'œuvre. Donc, Candide, dans ce conte philosophique, va devoir apprendre par lui-même. Au départ, il est candide, hein, comme son nom l'indique. Et puis, au fur et à mesure de son cheminement, de ce conte philosophique et qui est aussi initiatique, il va réussir un petit peu à trouver sa voie, son chemin. Il va comprendre un certain nombre de choses. Et on finit le conte philosophique par cette célèbre phrase « Il faut cultiver son jardin hein, », qu'on peut prendre au sens propre et au sens figuré, bien sûr. Pour revenir au terme candidat, il faut savoir que c'est à Rome que les prétendants à des fonctions publiques revêtaient la toga candida, c'est-à-dire la toge blanche. Et le blanc était associé, bien sûr, à la pureté. Et c'est pour ça que les candidats étaient des personnes qui devaient se présenter comme des personnes dignes de confiance, probes, hein, voilà, dignes de probité. Alors, je vous en laisse en juger par rapport à nos candidats actuels. Ensuite, le mot scrupule. Alors, les scrupules, en général, c'est un mot qu'on emploie au pluriel, parce que souvent, on en a plusieurs. Alors, scrupule, ça vient du latin scrupulus, et scrupulus, ça signifie en latin petite pierre pointue. Eh oui, et cette petite pierre pointue, en fait, c'est celle qui pouvait gêner parfois les légionnaires romains qui portaient des sandales, comme vous le savez souvent. Et donc, quand ils faisaient de longues marches, parfois, une petite pierre pouvait se glisser entre le cuir de la sandale et leur chair, et ça faisait bien sûr très mal, ce petit scrupulus, et donc ça les empêchait d'avancer, bien sûr. Et donc maintenant, quand on a des scrupules, eh bien on le prend au sens figuré, c'est plutôt notre pensée qui a du mal à avancer et à continuer son chemin, si je puis dire. Ensuite, le terme sinistre. Le terme sinistre, ça vient du latin sinister, qui veut dire gauche. Et donc, si vous remarquez un petit peu, aujourd'hui, ce mot a pris notre acception, c'est-à-dire que quand on parle d'un sinistre, hein, quand c'est un nom, souvent c'est un dommage, un accident, un sinistre qu'on va déclarer. Et le mot sinistre, également, quand c'est un adjectif, signifie souvent un endroit glauque, mal fréquenté, un endroit où on n'a pas envie d'aller. Alors, relevons aussi cette histoire de gauche, hein, puisque tout ce qui était du domaine de la gauche, enfin du moins de la main gauche, par exemple, au Moyen-Âge et même avant, était associé à des termes ou à des choses péjoratives. D'ailleurs, les expressions en attestent encore aujourd'hui. Si par exemple on dit que quelqu'un est gauche, hein, ça veut dire qu'il est maladroit. On dit parfois en plaisantant que quelqu'un a deux mains gauches. On dit effectivement aussi qu'on peut se lever du pied gauche, qui signifie de mauvaise humeur. Mettre de l'argent à gauche, qui signifie souvent être radin. Et les partis politiques s'en sont donnés aussi à cœur joie. À une époque, on l'emploie un peu moins souvent, mais les partis de droite ont souvent accusé la gauche d'être la gauche caviar. Vous voyez, donc le mot gauche est souvent associé à quelque chose de négatif, curieusement, alors que les gauchers sont souvent même plus doués que les droitiers. Voilà, ça c'est un autre débat. Je finis pour les mots avec le mot calculus, calculus même on dira en latin. Le mot calculus, comme son nom l'indique, a donné le mot calcul. Alors il faut savoir que les calculus, c'était des petites pierres également, puisque ça signifie pierre aussi, que les bergers utilisaient quand leurs moutons sortaient de la bergerie. Il fallait que chaque fois qu'un mouton sortait de la bergerie, bien, par exemple, un berger prenait un caillou dans sa main et il fallait que quand les moutons revenaient, il fallait qu'il y ait autant de cailloux que de moutons. C'était l'invention déjà du premier calcul. Et vous savez maintenant que ce terme a un autre sens, une autre acception, comme on dit. C'est-à-dire que le calcul, c'est une concrétion aussi. Et c'est des calculs, on parle aussi des calculs rénaux. Hein, c'est-à-dire des calculs qui peuvent se glisser dans les reins. Et ça fait manifestement très mal. Voilà pour les 4 mots que j'avais envie de déployer aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser avec un ouvrage que j'ai beaucoup aimé et qui pourrait vous servir. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui de la littérature, mais c'est très bien aussi. Et justement, ça peut nous aider à lire et à apprendre. C'est le livre de Sébastien Martinez,
qui s'intitule « Une mémoire infaillible » à la collection Premier Parallèle. Hein, voilà. Alors, c'est un ouvrage qui va nous permettre de cultiver notre mémoire, non seulement de la cultiver, de la solliciter, mais aussi de la booster. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a bien remarqué que nous sommes un petit peu, nous jouons un petit peu la facilité, puisque maintenant, dès que nous avons un trou de mémoire, dès que nous avons oublié quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dégaine son smartphone. Et c'est pas bien, parce que finalement, on appauvrit notre travail. Hein. À ce sujet, d'ailleurs, un éminent biologiste et généticien, Albert Jacquard, qui est un généticien français, nous expliquait justement que la mémoire était un muscle, et donc le cerveau plutôt est un muscle. Et donc ce cerveau doit s'habituer aussi à faire des efforts. Et si nous ne faisons pas d'efforts, eh bien, nous allons perdre la mémoire. Ça serait dommage de ne s'en tenir qu'au smartphone. Donc, je vous conseille ce livre. Hein. Il a été écrit par Sébastien Martinez, voilà, je le redis. Une mémoire infaillible avec un sous-titre « Briller en société sans sortir son smartphone ». À la fin de l'ouvrage, c'est intéressant parce que vous avez aussi un certain nombre d'exercices. Alors c'est vraiment très très bien parce que ce livre nous apprend plusieurs techniques. Hein. Et bien sûr, c'est basé sur la mnémotechnie. Hein. Je vous rappelle que la muse mnémosine, c'est la muse de la mémoire, hein, mnémotechnique. Donc, on apprend aussi la technique du sel, du sac, la technique du palais de la mémoire. On associe des gestes, des dates, des lieux, justement à un lieu qu'on va prédéfinir. Hein. On va se positionner, par exemple, dans une maison. Et donc, cette maison va nous être familière. Et dans cette maison, on va déposer des objets, des dates, enfin, tout ce qu'il faudra retenir. Et par association avec les sens, avec des liens liés à l'enfance, on arrive à faire des miracles. J'ai essayé, ça marche pas mal. Voilà, je vous laisse avec une citation de Nietzsche, mais comme j'ai pas une très bonne mémoire, la voici. Nietzsche, qui n'est pas un nom facile à écrire, nous dit « L'avantage de la mauvaise mémoire est qu'on jouit plusieurs fois des mêmes choses pour la première fois. » Voilà, merci, à bientôt. On garde comme d'habitude courage, force et détermination.